Donc, on a maintenant 20 minutes d'une micro-table ronde entre plusieurs acteurs qui vont un petit peu réagir à ces concepts d'innovation sociale de plusieurs places différentes. D'où parlent ces acteurs? On a Isabelle Van Driesch, ici tout à notre droite, qui est administratrice du réseau Transition, qui est donc en soutien aux initiatives de transition locale et qui est aussi une des membres très actifs de Soigner en transition. Tom de Dewardereux et Olivier de Scuter, je ne vais pas vous les représenter. Puis nous avons Tom Boller, qui est collègue académique, professeur à l'ULB. Et nous avons Benjamin Heubrechts, qui a travaillé sur le projet Rescope, dont on vous a présenté la vidéo tout à l'heure. Alors, je me tourne vers vous. On n'a pas pu préparer très densément cette table ronde, mais de là où vous êtes tous les trois, j'aimerais vraiment entendre qu'est-ce qui vous a percuté en fait dans ces présentations sur les innovations sociales, peut-être aussi en réaction un peu à la transdisciplinarité tout à l'heure, et de là où vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie soit de donner comme réaction ou de poser comme question à Tom et Olivier qui auront un peu de temps aussi pour réagir. Voilà, alors plus ou moins en improvisation. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé. Je travaille moi-même sur l'innovation sociale et j'enseigne sur ce sujet d'une perspective plus gestion. Donc ça m'a fort intéressé de voir un peu les autres articulations au niveau disciplinaire et l'approche transdisciplinaire, parce que je pense effectivement que qui dit innovation sociale dit aussi innovation peut-être dans les manières de travailler ensemble des acteurs dans les différentes initiatives que vous étudiez, mais aussi les interactions entre chercheurs et acteurs de terrain. Trois petits points. En complément peut-être de ce que vous avez développé ou pour rebondir sur certains points, notamment sur base de l'expérience Rescope, dont vous avez vu la vidéo. C'est un projet où on a été fortement impliqué avec des acteurs de terrain, pas spécialement pour la mise en œuvre des innovations qui étaient déjà sur place, mais pour leur mise en réseau et leur diffusion. La première chose, c'est que je pense que c'est vraiment important d'insister sur l'aspect processus de l'innovation sociale. Parce que parfois, par analogie avec l'innovation technologique, on a tendance à se focaliser sur le résultat. Tiens, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est la monnaie complémentaire, c'est l'agriculture paysanne. Souvent, il y a au moins autant dans le processus que dans le résultat final. Et là, je pense que dans les niveaux d'analyse que vous avez décrits, de l'individu jusqu'à la société dans son ensemble, nous, d'un point de vue de gestion, évidemment, le niveau organisationnel me paraît fort important. Donc, comment, dans cette réflexion sur la transition, penser à la fois à des nouveaux individus, une nouvelle société, mais des nouvelles manières de penser l'organisation, comment prendre des décisions ensemble, comment gouverner quelque part ces différentes innovations. Deuxièmement, on l'a vu dans certains exemples, et dans le cas Rescope, c'est également présent, l'innovation ne doit pas nécessairement être pensée comme quelque chose de nouveau qui apparaît de rien, qui est une création ex nihilo, mais plutôt la nouveauté en termes peut-être de rupture avec les pratiques dominantes. Et donc là, je pense que c'est important de voir l'innovation comme de nouvelles combinaisons d'éléments déjà existants, un peu au sens de Schumpeter, donc sans nécessairement faire rupture avec le passé, mais justement en redécouvrant des choses qui ont pu exister par le passé et qu'on va remettre au goût du jour par rapport à des défis contemporains. Et pour terminer, le troisième élément, c'est celui de la diffusion, de la réplication, de la contamination. Il y a toujours un peu peut-être cette dichotomie, soit on expérimente l'innovation de manière relativement pure au sein d'une niche et on fait une belle innovation mais qui reste à un niveau limité, soit on la diffuse, mais alors il y a assez vite des suspicions de dilution, de perte des objectifs de base. Alors je voudrais peut-être vous entendre sur voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme manière de diffuser l'innovation sans entraîner une dilution. Et je pense que par rapport à ça, votre quatrième pilier politique est tout à fait essentiel. Voilà. Merci beaucoup Benjamin. Isabelle? Voilà, ben moi je suis la citoyenne ordinaire de la table. Donc je représente les initiatives de transition, mais c'est une des innovations sociales, comme on en a vu beaucoup d'exemples. Et moi ça me fait assez plaisir de voir que les initiatives citoyennes pointent un peu leur nez dans le Congrès, parce que il y a 2 ans, j'avais été fort marquée par l'exposé de Pierre Radin, le français,
qui nous avait dit que si on voulait réussir la transition, il fallait vraiment un changement sociétal et qu'il fallait arriver à changer le récit. Et donc, il avait dit, si le jour où on arrivera à raconter à un enfant de 10 ans son futur à travers les médias, à travers les feuilletons et tout ce qui l'entoure, mais un futur qui soit cohérent avec la réalité et les limites auxquelles on va devoir faire face, alors on aura des chances de réussir la transition. Et je pense que à ce niveau-là, c'est peut-être un rôle que les initiatives citoyennes peuvent remplir. Et pour ce que je connais au niveau des initiatives de transition, c'est un peu ce qu'on essaye de faire en mettant en place des petits projets à notre niveau. Et on essaye, Rob Hopkins nous disait hier, on chausse les lunettes des possibles. On essaye par la mise en place de petits projets concrets, de créer une espèce de toile des possibles. Et parallèlement à ça, évidemment, il y a la recherche, tout ce qui est académique, qui va approfondir un peu la question de la transition. Et je trouve que ce qui est justement intéressant, c'est l'intégration des deux. Et comme on disait tantôt, il faut réinventer Tom disait, il faut réinventer la relation entre le chercheur et le citoyen. Et moi, c'est vraiment cette question-là qui m'intéresse. Comment maintenant on va faire ensemble? Comment on va intégrer ça dans les politiques? Comment on va changer nos modes de prise de décision pour y arriver? Merci Isabelle. Tom. Oui, il y a deux tomes. Oui, effectivement, sur un mode très très improvisé parce que voilà, j'ai presque rien à dire parce que pendant que Olivier a commencé à discuter, j'ai pris une petite page de notes comme ça. Mais quand il a commencé à conclure, je me suis dit mais en fait c'est ce que je voulais dire. Donc oui, je crois que ce qui est très, très, très important, et vraiment depuis ma perspective de chercheur en innovation sociale, mais plutôt d'apprenti chercheur en innovation sociale, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus oublier que nous ne parlons pas uniquement de phénomènes qui sont très, très nouveaux pour certains, mais que nous sommes en tout cas les chercheurs. Ici, au latéral, c'est un truc nouveau pour nous, hein, donc on est en train d'apprendre avec l'évolution de la chose. Ce qui est difficile, je trouve, ce qui est un challenge et ce qui est difficile. Ce qui est particulièrement important, moi je trouve, et ça rejoint énormément ce qu'Olivier a dit, c'est la nécessité de ne pas oublier que ces activités d'innovation sociale, et certainement dans le sens que vous les avez définies, par cette espèce d'entrée vers les citoyens comme acteurs, ne doit pas vraiment se confondre d'une manière trop linéaire comme étant une activité citoyenne dans le sens démocratique ou politique du terme. Ce sont, d'ailleurs comme ton graphique que tu as montré l'a bien mis en avant, ce sont des activités qui sont d'abord sociales et qui sont menées pour des raisons sociales et pas pour des raisons de citoyenneté ou de démocratie ou de quelque chose de cet ordre-là. Donc, alors, ce qui ne veut absolument pas dire que ces conflits d'intérêts, ces problèmes de pouvoir, ces problèmes de relations entre les acteurs présents et les acteurs absents ne sont pas, en fait, probablement les prochaines questions, comme tu l'as dit, qui vont nous occuper beaucoup. Et en ce sens aussi, pour rebondir par rapport au sous-titre du colloque, accélérer la transition, peut-être que la question ne se pose aujourd'hui pour nous, chercheurs, pas tant pour essayer de comprendre l'accélération de la transition, mais plutôt d'essayer de comprendre comment l'évidente accélération des phénomènes locaux sur des aspects de transition, donc les innovations sociales, ce que ça a comme importance et comme effet sur la redistribution des intérêts. Parce que cette redistribution, elle aura lieu d'une façon ou d'une autre, elle a lieu. Et donc il faut bien se construire les outils méthodologiques aussi pour pouvoir constater ce genre de choses. Et en ce sens-là, je crois qu'il y a toute une série de travaux qui sont très intéressants à observer, qui ont été menés. Tu n'as pas cité les auteurs, mais Swingedo, Mouffe et autres, qui parlent de dépolitisation face à ces innovations sociales, c'est quelque chose d'important sur lequel il faut, je crois, mener un certain nombre de travaux et d'études de cas pour aller observer les choses de près. Pas dans un sens de déconstruire ce qui est en train de se faire, mais pour apprendre de ce qui se fait, en fait. Et dans un sens d'amélioration ou d'observation critique face à quelque chose. Et ça pose une question par rapport au rôle du chercheur, certainement. Comment est-ce qu'on peut faire? Moi, j'observe aussi
ta présentation au début par rapport à la ceinture alimentaire à Liège. C'est un cursus, donc changement depuis un chercheur un peu frontal comme ça vers un activiste ou même vers un participant coproducteur direct ce quotidien de l'innovation sociale. J'ai plein de copains, entre guillemets, qui travaillent sur le domaine, qui ont fait ce parcours-là. Et ça pose des questions fondamentales sur la posture du scientifique face à son objet d'étude, je crois. Et c'est pas anodin du tout. Je crois qu'on n'est pas les seuls qui sont face à ce type de questions. Hein. Il y a d'autres gens qui ont été face à d'autres chercheurs qui ont été face à les mêmes questions. Et donc il faut commencer aussi à apprendre à ce niveau-là. Super, merci beaucoup. On va laisser un temps d'abord de réponse à Tom et Olivier. On verra le temps qui reste après si on relance un peu la discussion. Tom, tu veux... Oui, je peux peut-être rebondir par rapport à ce que Tom a dit. Effectivement, la difficulté pour le chercheur de changer son rôle. Mais je pense que un des grands obstacles se situe quand même dans le milieu académique, où le type d'incitant et le type de milieu dans lequel on travaille ne favorise pas la mise en partenariat. Tandis que je pense qu'une fois que les milieux académiques puissent montrer par des projets pilotes, en tout cas c'est ce qui se passait au Québec, après une phase de projet pilote réussie, les politiques ils comprennent l'enjeu de ce mode de recherche et ils ont créé des outils qu'Alain Tandeur vous a expliqué ce matin, qui sont des grands outils de financement qui ont modifié le paysage de recherche au Québec. Mais c'est vrai, il y a une phase de projet pilote et donc une responsabilité des deux parties, hein, parce que les intérêts sont différents, les intérêts des chercheurs, les intérêts des praticiens. Et deuxièmement, effectivement, il me semble que la réflexivité par rapport au processus est absolument fondamentale. C'est-à-dire se dire, mais au démarrage d'un projet, pourquoi on le fait, quelles sont les attentes des uns et des autres, et quels sont les objectifs normatifs vers lesquels on va s'orienter. Donc juste deux suivis, mais merci pour les commentaires en tout cas. Voilà, merci à mon tour pour ces commentaires très riches, et puisque Tom a surtout réagi à Tom, je vais peut-être répondre à partir des remarques de la citoyenne pas tellement ordinaire que cela, Isabelle Van Riech, et Benjamin Ebrechts, qui au fond, l'un et l'autre, posent la question de la manière dont ces initiatives peuvent être soutenues, développées, et le rôle là-dedans du politique. Je pense qu'il y a trois manières en fait, de concevoir ce qu'on appelle ce changement d'échelle. Il y a d'abord l'idée qu'il faudrait monter d'une échelle locale à la généralisation d'une solution, ce qui me paraît une idée problématique, d'abord parce que le local a des vertus qui tiennent précisément à la taille relativement restreinte à laquelle, ou à l'échelle relativement restreinte sur laquelle ces initiatives se développent, notamment parce que le processus, et Benjamin a bien raison, je trouve, d'insister là-dessus, importe tout autant que le résultat. Et les motivations que les gens ont pour s'investir dans ces démarches tiennent à la proximité des liens qu'ils arrivent à tisser. Les mêmes solutions n'auraient pas le même attrait s'ils n'étaient pas eux-mêmes les parties prenantes, les acteurs de ces solutions. Alors il y a une deuxième approche qui n'est pas de passer d'une petite échelle à une grande échelle, mais de diffuser de proche en proche. Et ceci, effectivement, me paraît extrêmement important et peut et doit être soutenu par les pouvoirs publics. Et ceci de différentes manières. Je crois qu'il y a au moins trois pistes dans lesquelles on pourrait réfléchir. La première, c'est banal, mais c'est important de le dire, c'est de soutenir, y compris en finançant, ce qu'on appelle les organisations, bridging organizations, je ne sais pas comment on peut décrire ça en français, mais enfin les organisations qui sont les interfaces de réseau et qui permettent de mettre en lien les différentes initiatives, qui très souvent ont besoin d'accélérer cet apprentissage pour pouvoir se développer. C'est d'ailleurs la fonction que remplit le réseau Transition, que les initiatives n'ont pas besoin de voir exister pour émerger, mais qui ont besoin du réseau pour
je dirais, apprendre plus rapidement, avoir une crédibilité plus forte vis-à-vis des pouvoirs publics locaux et permettre éviter de commettre certaines erreurs grâce à cet échange de compétences. Donc ça, c'est un premier rôle que les pouvoirs publics doivent jouer, et je pense que c'est parfaitement justifié compte tenu de l'énorme subside que reçoivent les solutions plus conventionnelles par l'absence d'obligation d'internaliser les externalités négatives qui résultent du système dominant. En tout cas, dans le domaine de l'alimentation, les choses me paraissent tout à fait claires à cet égard. Deuxièmement, je crois qu'il y a besoin de créer des liens systématiques qui souvent n'existent pas entre les initiatives locales et les pouvoirs politiques, pour que les politiques comprennent que leur rôle peut être de lever les obstacles que ces initiatives ressentent. Par exemple, les normes en matière de sécurité alimentaire qui sont un obstacle au développement de certains circuits courts, les normes en matière d'aménagement du territoire qui peuvent être un obstacle au développement de l'agriculture urbaine, et il y a évidemment beaucoup d'autres exemples. Je pense qu'il y a besoin de créer des voies de communication entre le politique et l'initiative citoyenne de ce point de vue-là, et sortir de cette idée qui reste quand même très largement caractéristique de notre système politique pyramidal, cette idée que le politique sait alors que les citoyens ne savent pas. Et je crois qu'il y a besoin d'un certain décentrement du politique de ce point de vue-là. Et enfin, troisième suggestion, c'est qu'on crée, comme on a des congés parentaux pour les jeunes parents, qu'on ait des congés civiques et que l'on puisse prendre 3-6 mois pour construire dans son quartier, dans sa commune, une action qui est reconnue comme bénéficiant à la collectivité, et que l'on permette de financer ce congé qu'une personne prend. Il n'est pas normal que des initiatives aussi importantes pour le bien-être des gens, pour le retissage des liens sociaux, pour le développement d'espaces verts et d'espaces conviviaux, que cela dépende au fond de l'énergie qu'on trouve encore le soir et le week-end dans son temps dit de loisir. Donc, je crois que c'est une idée dont la moindre analyse coût-bénéfice montrerait l'opportunité, je crois, en tant qu'investissement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, on va être à l'heure, ce qui est une super bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, s'il y a encore des gens qui font partie de pouvoir subsidier en quelconque, Olivier de Scuter a dit qu'il fallait soutenir le réseau Transition. Je dis ça au passage. Bon. Ce qu'il y a, c'est que vous avez entendu parler depuis ce matin, et c'est super. Pour nous, c'est génial d'être invité comme acteur citoyen, comme réseau Transition, par les organisateurs, par M. Hudon, par M. Van Ypersel, par tous ces profs, là, toutes ces têtes, etc., qui pensent la transdisciplinarité, de pouvoir venir et d'ancrer un petit peu ces débuts de partenariat à un congrès interdisciplinaire et scientifique. Vous avez vu hier Rob Hopkins, vous connaissez peut-être déjà un petit peu des ingrédients de la transition. La transition, on dit que c'est le cœur, la tête et les mains. Alors ici, on nourrit énormément la tête. On nourrit aussi pas mal l'estomac, c'est très bon d'ailleurs, donc un petit peu le deuxième cerveau. Et on a le troisième cerveau du cœur dont on a déjà entendu pas mal parler, les motivations intrinsèques, le lien social, qu'est-ce qui nous fait bouger? Où sont nos tripes? Où est notre cœur? Et donc, pour le quart d'heure qui nous reste, ce que je voudrais, c'est inviter un tout petit peu ce cœur d'une façon officielle ici, à ce congrès. Et pour ça, je vais vous demander deux choses. Je vais vous demander d'abord de super bien respecter le timing, sinon je vais exploser tout. Et deuxièmement, je vais vous demander de vous tourner vers un de vos voisins, peut-être que vous ne connaissez pas, si possible, et de parler un tout petit peu par rapport à tout ce que vous avez entendu, elles sont où, vous, vos motivations intrinsèques? Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, cette accélération ou cette envie d'accélération de là où vous êtes? Et je vais en fait demander la même chose à nos participants qui ne sont pas du tout au courant, qui concluront par 7 minutes-là, maximum, par personne, 1 minute pour dire c'est quoi à eux leur principale motivation intrinsèque. Donc voilà, il est 15, vous avez 10 minutes pour discuter dans le public, j'espère entendre un gros brouhaha. N'oubliez pas que quand ma voix parlera, ça veut dire que je vous rattrape et qu'on redonne la voix de la conclusion et après on partira à la pause. Et pendant la pause, n'oubliez pas la ruche qu'on tisse réellement cette transdisciplinarité. C'est parti.
phrase, ma motivation intrinsèque à accélérer la transition, c'est... Mais évidemment, évidemment. C'est l'action, l'intégration des émotions.
Ah, je vous invite progressivement à clôturer votre discussion, à laisser un peu retomber ça, enfin à laisser digérer plutôt, intégrer ce qui vient d'être dit. Je suis en plein champ de la caméra, oui, pardon. Ok. Est-ce qu'on peut un tout petit peu réaugmenter la musique pour que la musique prenne le pli sur les paroles? Et voilà. Il y a un truc comme ça en animation, je ne sais pas si vous avez été un jour animateur de mouvement de jeunesse, mais on lève la main. Et quand on lève la main et que toutes les personnes dans la salle commencent à lever la main, ça veut dire que le silence arrive. Et logiquement, vous ne pouvez pas avoir la main levée et parler, sauf moi. C'est génial, hein. Moi j'adore d'être ici. Alors, on va laisser du coup s'installer ça, ce petit moment, voilà, pour clôturer. Et on va inverser, hein, on va commencer par les académiques et terminer par la citoyenneté. Donc je vais démarrer par Olivier. Olivier, c'est quoi pour toi ta motivation intrinsèque à faire accélérer cette transition? Merci Vincent, mais c'est pas en tant qu'académique ici que tu me poses la question, Effectivement. mais en tant que, je ne sais quoi, citoyen, parent. Pour moi le moment clé, ça a été le fait d'être parent et de pouvoir justifier mes choix par rapport à ces enfants à qui j'allais léguer quelque chose. C'est, je crois, une question intéressante à se poser, de savoir comment ceci influence nos choix. Et je crois qu'il y a là une source de tension, parce que c'est à la fois une motivation très forte à leur léguer un monde meilleur et à faire des choix dont on puisse se justifier auprès d'eux. Et en même temps, c'est les enfants qui, dans mon cas, sont déjà des adolescents, sont une porte ouverte à la consommation ostentatoire qui vient des normes dont ils héritent dans leur entourage. Et donc il y a des choix qui nous sont interdits en réalité en raison de ces attentes qui sont les leurs. Et donc c'est une position très compliquée que celle en fait d'être un parent qui a une motivation écologique profonde, mais qui en même temps doit reconnaître qu'il n'est pas tout seul sur son île. Merci Olivier. Je suis sûr que ça applaudit fort chez les parents, là. Benjamin. Alors, ce matin, moi j'ai été un peu bousculé, comme peut-être d'autres qui étaient dans un atelier économie sociale et transition, sur une 4e présentation qui débarquait un peu de nulle part, qui portait sur des questions de spiritualité au sens large. Et j'ai été bousculé ce matin, je suis de nouveau bousculé maintenant. Mais pour moi, tout ça fait sens, parce que justement, en creusant un peu, ma motivation à accélérer la transition, c'est de remettre du sens. J'ai essayé de trouver des synonymes, de charger ce mot, mais vraiment sens, au sens, c'est le cas de le dire, voilà, spirituel au sens large, de remettre du sens au cœur de l'activité économique, de l'organisation humaine quelle qu'elle soit, et de la recherche. Merci Benjamin. Oui, je ne sais pas si j'ai une motivation intrinsèque en fait pour accélérer la transition, mais j'ai une motivation intrinsèque pour m'intéresser à ce phénomène. Et ça, c'est un truc tout simple qui est une bonne dose de curiosité. Et franchement, voilà, je crois qu'on partage certainement tous le constat que le système ou la façon dont le monde roule aujourd'hui n'est pas la bonne et qu'il faut contribuer d'une façon ou d'une autre à chahuter la façon dont les choses se déroulent de manière quasi automatique aujourd'hui. Si ces petits travaux qu'on mène au niveau individuel peuvent contribuer à ça d'une façon ou d'une autre, ça me suffit. Merci. Merci, je vais aller un peu dans la même ligne de l'autre Tom. Moi, c'est vraiment au sein de nos sociétés de trouver une façon de vivre où on a vraiment du plaisir à faire les choses. Et personnellement, moi, j'ai grandi dans ces milieux plus participatifs. Et si dans les milieux de recherche, on parvient à avoir ces relations beaucoup plus horizontales entre académiques et chercheurs, et puis entre chercheurs et monde associatif, j'ai l'impression qu'on éprouve un plaisir beaucoup plus grand dans la façon de travailler, que ce plaisir est réciproque, et donc on crée une autre façon, une autre convivialité au quotidien. Donc ça, c'est une des motivations intrinsèques importantes pour moi.
Merci. Et on termine par la citoyenne presque ordinaire. Mais moi, ma motivation intrinsèque, c'est mes enfants, et la transition, c'est ce que j'ai trouvé le plus intelligent à faire pour eux. Merci Isabelle. Alors voilà, il y en a plein d'autres. Peut-être que chez vous, c'est l'espoir, peut-être que c'est la peur, peut-être que c'est la colère, ou peut-être que c'est juste une envie d'autre chose. Peut-être que profondément, vous avez un esprit d'entreprendre ou une curiosité scientifique importante. En tout cas, merci pour tout ça. Merci tous d'être des accélérateurs de transition. On démarre maintenant la pause, donc vous pouvez évidemment continuer les discussions entre vous, mais en tout cas, dans 20 minutes, se repasse la présentation des autres papiers. Voilà, bon après-midi.